Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un Catulu un peu spécial. C'est le Catulu spécial 5 finalistes du PLIB 2022. Comme vous le savez, je suis jurée pour le PLIB pour la deuxième année consécutive. Voilà, tout au long de l'année, on a lu, on a sélectionné 25 puis 5 romans en lice pour le prix. Là, on a jusqu'au 20 septembre, soit demain, pour voter, demain minuit, pour voter pour le grand gagnant. Moi, c'est fait depuis la semaine dernière. J'ai voté en mon âme et conscience. Et autant vous dire que jusqu'à la dernière minute, je pensais voter pour un bouquin et en fait, j'ai lu le dernier et tout a changé. Tout a changé. Donc, du coup, je vais vous parler donc du coup des 5 finalistes. Des 5 finalistes pour cette année, dans l'ordre du moins, de celui que j'ai moins aimé jusqu'à mon gagnant, du coup. Donc, c'est parti, on est parti. Donc, du coup, en 5e position, j'ai décidé de placer D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Dont je ne me souviens plus de la maison d'édition, je vous le mettrai, de toute façon je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, bien évidemment. Alors, D'or et d'oreiller, c'est une réécriture de conte, c'est la réécriture du conte de La princesse au petit pois. Heureusement, heureusement qu'on nous l'a dit, parce que voilà, le conte La princesse au petit pois est juste cité dans une phrase dans le prologue. Et puis c'est tout. Et ensuite, on part sur complètement autre chose. On part sur totalement autre chose. Une histoire complètement différente. J'ai eu un petit peu de mal à voir le rapprochement entre les deux. Mais bon, bref. Il s'agit de l'histoire d'un seigneur qui vit dans un château. Il est célibataire, forcément, donc il est extrêmement convoité par les jeunes filles du coin. Et donc, une dame de la noblesse fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour que l'une de ses filles soit choisie par ce fameux prince, ce fameux noble. Donc, elle envoie ses 3 filles avec une femme de chambre au château, et voilà, le deal pour que le noble choisisse l'une des jeunes filles, c'est qu'elle passe une nuit dans une chambre en particulier, et voilà, si elle passe le test, on ne sait pas quel est ce test bien entendu, mais si elle passe le test, elle sera choisie. Et donc, excusez-moi, j'étais en train de... Mon chéri vient de m'envoyer un texto. Voilà, donc du coup, je reprends après cette petite interlude. Donc elles vont chacune passer une nuit là-bas. Bien évidemment, elles vont échouer les 3 au test et elles vont repartir, si j'ose dire, la queue entre les jambes. C'est une image, hein, bien évidemment. Et sauf que le noble, lui, estime que une personne n'a pas eu sa chance, à savoir la femme de chambre. Donc la femme de chambre reste et elle va passer le test. Du coup, le noble va la choisir comme future promise. Et là, elle va du coup vivre dans ce château où il va se passer des choses un petit peu bizarres. Et au fur et à mesure, elle va comprendre ce qui se passe, et elle va essayer de dénouer un petit peu les fils du mystère. Alors, si on n'avait pas fait la référence du coup à la princesse au petit pois, ça aurait pu être une chouette histoire. Néanmoins, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu fouillis, des choses qui étaient sans queue ni tête, des passages un peu longs. Les personnages n'étaient pas assez fouillés à mon sens. Mais sinon, l'idée de base était bonne, mais c'était pas assez, c'était pas assez fouillé. Et puis alors, pour être tout à fait honnête, moi les réécritures de contes,
je suis absolument pas, je ne suis absolument pas réceptive à ce genre à ce genre de, je vais mettre sur silencieux parce que sinon ça va peu de je suis absolument pas réceptif à ce genre de livre, à ce genre de roman. Déjà l'année dernière, on avait déjà eu une réécriture de conte dans les 5 finalistes du PLIP, c'était Rouge, c'était la réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Ça m'avait pas hyper plu non plus parce que la version qui en avait été faite était un petit peu trop sanglante pour moi. Et pourtant, j'en lis du sanglant. Hein. J'en lis, j'en regarde du sanglant. Hein. Un viking avec les têtes qui volent, voilà. Mais bon, c'était pas du tout, là, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et là, du coup, cette réécriture de conte n'a pas été ma tasse de thé non plus. Pourtant, il y avait des bonnes choses, hein, mais voilà, c'est pas le roman qui m'a le plus transporté dans cette sélection. En 4e position, j'ai mis Fleur d'Oko, dont je vous ai parlé il n'y a pas tellement longtemps, le tome 1 de Laetitia Danaé, publié aux éditions Snag. Donc ici, dans Fleur d'Oko, on va être en fantaisie africaine. C'est de la fantaisie africaine. On fait la rencontre de la petite Oko qui est élevée par une mégère, une espèce de sorcière absolument imbuvable. Elle a été confiée à cette femme par sa maman pour des diverses raisons qu'on apprend un peu plus tard. Et Oko, elle essaye tant bien que mal de survivre. Elle a de la magie en elle. Et un jour, elle va à la rencontre d'un sorcier qui cherche des apprentis et elle va pour passer un test pour être choisie. Elle espère être choisie pour rentrer en apprentissage auprès de ce sorcier. Elle passe donc ce test et est donc emmenée par ce sorcier à la cour. Elle va donc faire son apprentissage. Elle va rencontrer d'autres jeunes comme elle. Elle va se lier d'amitié avec certains. Elle va avoir une petite rivalité avec d'autres, et elle va faire son apprentissage peu ou prou tout au long du roman. Alors c'est un tome 1, donc évidemment c'est un tome introductif, forcément, mais c'est un petit peu trop introductif. Dans ce tome-là, il ne se passe pas grand-chose. Alors oui, c'est sûr, on nous plante le décor, on apprend à bien connaître Oko, c'est sûr, mais bon, voilà quoi. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. C'est même extrêmement compliqué de, de s'attacher vraiment au personnage et d'adhérer complètement à l'univers mis en place par l'autrice. Parce que on nous annonce beaucoup de choses, mais voilà, c'est un peu voilà, c'est très 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 compliqué, c'est très excusez-moi, là, faut que je me recentre. Faut que je me recentre. Voilà, on nous annonce quand même de la fantaisie africaine. On en entend un petit peu parler, mais c'est très 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 en surface. Donc j'ai bien aimé les personnages, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de fantaisie africaine. Alors la fin nous laisse un peu sur la fin, donc du coup on aura bien envie de lire le tome 2 pour savoir ce qui va arriver à Oko. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 4e position, parce qu'il y avait des bonnes choses, mais ça s'est resté quand même assez en surface. Je suis un petit peu restée sur ma faim là-dessus, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà. En numéro 3, j'ai décidé de placer Encens de Johanna Marines aux éditions Snag également. Alors Encens, je l'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, hein, je vais éviter de vous redire ah bah non, non, je ne vous en ai pas parlé du tout. Je l'ai lu, mais je ne vous en ai pas parlé puisque je gardais mes lectures pour cette vidéo.
Oh mon Dieu, c'est compliqué. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Je vais retourner me coucher. Donc ici, on est dans la Nouvelle-Orléans. On est en 1900. Je crois qu'on est au début du siècle, en 1919, je crois. On fait la connaissance de Grace, qui est une jeune femme cartomancienne qui, voilà, qui tire les cartes dans un music hall mécanique. Parce qu'on est quand même dans un univers, bon, on est dans la Nouvelle-Orléans certes, mais on est dans la Nouvelle-Orléans version steampunk, hein, version mécanique, version mécanisée. Et voilà, elle travaille dans un cabaret mécanique avec moitié humain, moitié automate en tant que personne qui travaille là-bas. Elle est la fille adoptive d'un policier qu'on va apprendre à connaître également parce que dans ce roman, on va traquer un tueur en série qui a réellement existé à la Nouvelle-Orléans. Il s'agit du tueur à la hache qui a terrorisé la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est un tueur en série qui massacrait ses victimes à coups de hache. Forcément, le tueur à la hache, il tue ses victimes à coups de hache. Voilà, vous l'aurez compris aisément. Et donc, on va suivre le père adoptif de Grace ainsi que son coéquipier dans la traque de ce tueur en série qui se joue grandement, qui se fout ouvertement de la police, qui n'arrive pas à l'attraper. À chaque nuit, tout la Nouvelle-Orléans tremble et espère ne pas être la prochaine victime de ce tueur en série. Voilà, donc les choses sont déjà suffisamment compliquées pour les policiers. À cela s'ajoute un deuxième tueur en série qui arrive sur l'échiquier de ce roman. Il s'agit du tueur à la plume. Alors, n'allez pas penser que ce tueur laisse une jolie missive écrite à la plume à côté de ses victimes. Non, il fait bien pire. Il fait bien pire. Je ne vous dis pas comment, je vous laisse découvrir ici. Enfin bref, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'alternance de chapitres avec l'alternance des points de vue. On a le point de vue de Grace, on a le point de vue de son père. On a le point de vue aussi d'un jeune psychiatre qu'on va apprendre à connaître aussi tout au long du roman. Et on va aussi alterner les points de vue des deux tueurs. On va être, voilà, certains chapitres vont leur donner voix à tous les deux et on va rentrer dans leur tête, grosso modo. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette alternance de points de vue, cette alternance de chapitres. On a aussi des sauts dans le passé parce qu'il y a énormément de ramifications dans le passé des personnages. Tout ce qui arrive dans le présent a des imbrications dans le passé et ça on l'apprend tout au long du roman. J'avoue que je sentais qu'il y avait anguille sous roche, mais j'avoue que le dénouement m'a surprise quand même, parce que je ne pensais pas que ça allait jusque-là. J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce roman, la différence, hein, la tolérance, parce qu'il y a quand même une ambivalence entre les humains et les automates. Il y a eu une énorme bataille entre humains et automates qui a laissé énormément de séquelles dans la vie des gens, et ce qui est parfaitement expliqué dans le roman. On a voilà, l'ambivalence des sentiments entre automates et humains. Vous avez aussi la tolérance vis-à-vis des gens différents, de genres différents. Je trouvais ça très très bien amené. Voilà, il n'y a pas de gros clichés. C'est fait dans une bienveillance. J'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Hein. C'est la Nouvelle-Orléans, il y a du jazz, voilà, il y a une enquête, il y a des tueurs en série absolument démoniaques. Enfin, franchement, c'est une très très belle surprise parce que franchement, je ne pense pas que j'aurais lu ce roman sans le Plib. Et c'est ça aussi qui fait la force de ce prix, c'est que ça nous permet de découvrir des choses sur lesquelles on ne se serait jamais retourné et de les faire découvrir aux autres. Franchement, je trouve ça génial. Rien que pour ça, je trouve ça génial. En deuxième position,
je vais vous dire que ce roman a eu ma préférence pendant quasiment toute l'année. À partir du moment où je l'ai lu, je me suis dit ce sera lui. Voilà, ce sera lui mon grand gagnant. Et finalement, vous allez le comprendre après, finalement, il n'est arrivé qu'en deuxième position. Petite chose à savoir, cette année, le PLIB 2023, les organisateurs ont décidé de faire deux jurys, un jury adulte et un jury jeunesse young adulte. Si ça avait été cette formule pour cette année, je pense sincèrement que le roman que je vais vous présenter aurait largement gagné la catégorie. Ça aurait été mon choix pour la catégorie jeunesse young adulte. Il s'agit de Prospérine, virgule point, de Laure d'Argelos, dont je vous mettrai la petite vignette ici, parce que c'est le premier des 5 finalistes que j'ai lu, donc je l'ai lu il y a un petit moment déjà. J'avais adoré ce roman jeunesse, complètement, extrêmement original du point de vue de la mise en page. Voilà, du point de vue de la mise en page. Parce que bon, l'histoire, on va dire que c'est un petit cosy mystery jeunesse où on voit le personnage de Prospérine qui dirige une petite boutique de fleurs, elle est fleuriste, bien loin de son village natal. Et elle retourne, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, dans son village natal, et là, elle va découvrir un cadavre. Et elle va s'apercevoir que dans ce village, il est composé de tous les mots qui existent des livres. Alors, imaginez un petit peu tout ce qui est, tout ce qui peut concevoir ce village, et elle s'aperçoit que il y a certaines lettres, certains mots qui disparaissent. Elle va très vite comprendre que son village est menacé, et elle va du coup tout faire pour, découvrir le meurtrier, et deux, essayer de sauver son village avec l'appui d'un jeune homme. Ils vont former un duo complètement atypique, complètement rocambolesque. Ils n'ont absolument rien en commun tous les deux, mais le duo va fonctionner. Et voilà, on va évoluer dans cet univers. C'est un roman qui est absolument destiné à tous les amoureux des livres, à tous les amoureux de la lecture, à tous les amoureux des mots. Parce que voilà, la mise en page a été extrêmement bien conçue. C'est plein de déliés. On change de typographie, on change de police de caractère, on change de sens de lecture. C'est franchement hyper bien trouvé. Bon, alors l'enquête ne casse pas trois pattes à un canard, bien évidemment, mais voilà, l'enquête, c'est vraiment quelque chose qui vient en secondaire par rapport à toute l'ambiance, à toute la mise en page du roman. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu un petit coup de cœur pour l'ambiance de ce roman. Et voilà, comme pour toute amoureuse et de la lecture que je suis, je ne pouvais que aimer ce roman. Et enfin, je vais vous parler du coup de mon choix, du livre pour lequel j'ai voté pour cette année. Celui-ci, j'avoue que j'ai repoussé la lecture le plus possible. Parce que ce roman me foutait la trouille. D'une part, parce que c'était une pavasse, 658 pages en version numérique, et je crois qu'il doit faire à peu près autant en version brochée. Mais c'est aussi et surtout que je voyais des avis qui se classaient plutôt en deux catégories. Une catégorie qui avait des très très bons retours, des retours dithyrambiques, et des retours pas dithyrambiques du tout. Il y a eu plusieurs personnes qui l'ont abandonné, des personnes qui sont quand même allées au bout, mais qui l'ont trouvé extrêmement long. Donc du coup, il m'en restait un à lire, et je me suis dit, il faut absolument que je le lise quand même. J'y suis allée à reculons, donc j'arrête le suspense. Il s'agit d'une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norsken aux éditions Les Trois Nornes. Et puis, j'ai commencé donc ma lecture. Et contre toute attente, je me suis laissée emporter par l'univers qu'Émilie Norsken a construit.
on va rencontrer la jeune Neyla. Elle a 11 ans quand commence le roman. Elle vit dans un petit village et elle est en âge de subir une cérémonie. C'est la cérémonie du sang. Et la chamane du village lui annonce qu'elle porte le sang noir, à savoir qu'elle ne pourra jamais porter d'enfant. Donc, la tradition veut que les petites filles qui portent le sang noir intègrent la congrégation des Corbeaux, qui est une congrégation regroupant toutes les femmes qui ne peuvent pas enfanter, forcément, et elles deviennent des espèces d'émissaires, d'espionnes, à la solde du roi. Ce sont des émissaires, des ambassadeurs, tantôt des ambassadeurs, tantôt des espions, qui vont visiter les contrées voisines afin de nouer des relations commerciales ou espionner les voisins pour éviter que les peuples rentrent en guerre. Et donc du coup, Nayla va rentrer au service de l'ordre des Corbeaux. La reine des Corbeaux va la prendre sous son aile. Vous direz, c'est normal pour un corbeau. Et va faire d'elle sa pupille, à savoir son héritière, à savoir quand elle passera l'arme à gauche, ce sera Nayla qui prendra sa suite. Et donc, on va la suivre pendant toute sa vie, au gré des complots, au gré des trahisons, au gré des meurtres, au gré des attentats, au gré des assassinats. Et elle va subir énormément d'infamies. Il faut savoir que les corbeaux, comme elles ne peuvent pas enfanter, donc du coup il n'y a aucun risque qu'il y ait des héritiers, on leur demande purement et simplement de vendre leur corps pour obtenir des services, pour obtenir des faveurs, pour obtenir tout et n'importe quoi. Donc, autant dire que c'est un énorme réseau de prostitution au service d'un gouvernement. C'est tout simplement honteux, c'est tout simplement révoltant, et encore, c'est la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'il y a quand même des rites de passage qui sont purement et simplement des viols. Alors même si les personnages qui les subissent prennent leur mal en patience, ça reste ni plus ni moins des viols. Enfin, voilà, c'est le corps des femmes, le corps de ces femmes est purement et simplement considéré comme un morceau de barbac. C'est réduire la femme à ce qu'elle n'est pas, à savoir un trou à remplir. Voilà. Pardonnez l'expression un petit peu triviale, mais c'est un petit peu le ressenti qu'on a à la lecture de ce roman. C'est voilà, c'est épouvantable, c'est rageant, c'est révoltant, mais voilà, c'est le parti que l'autrice a choisi de développer dans ce roman. C'est pas pour autant qu'elle le soutient. Hein. Ça reste ni plus ni moins de la fiction, mais ça reste quand même un panel de ce que subissent les femmes au quotidien. Voilà. On y a les choses comme elles sont. Bref, la condition de la femme est épouvantable. Mais malgré tout, Nayla, envers et contre tout, va garder le cap. Pendant toute sa vie, elle va rester fidèle à sa congrégation. Envers et contre tout, ça va lui réclamer d'énormes sacrifices. Elle va y perdre énormément, mais elle va rester fidèle à ses principes, fidèle à la femme qui l'a élevée, tout simplement. Parce que tout simplement que la reine des Corbeaux a pris la place de sa maman. C'est elle qui l'a élevée, c'est elle qui l'a formée, c'est elle qui lui a appris tout ce qu'elle sait à l'heure actuelle, et elle va lui rester fidèle envers et contre tout. Il y a aussi une très très belle histoire d'amitié qui est développée tout au long du roman entre Nayla et son protecteur, son ombre, comme on l'appelle. C'est elle qui l'a choisi. Je pensais, enfin, quand j'ai lu le roman, j'ai tout de suite su que c'était lui qu'elle allait choisir. Parce qu'il y a eu une phrase qui a été échangée entre eux en tout début, et c'était évident qu'elle allait le choisir.
Et cette histoire d'amitié va perdurer pendant toute leur vie. Et j'ai trouvé une très très belle histoire d'amitié parce qu'il n'y a eu jamais d'acquaintance sexuelle entre eux. Voilà, c'est vraiment une pure histoire d'amitié entre un homme et une femme. J'ai trouvé ça très très beau. L'univers construit par l'autrice est extrêmement riche, extrêmement dense. Donc on a énormément d'informations à intégrer. Donc effectivement, la lecture de ce roman est très très dense. On a parfois reproché aux personnages d'être froides. Donc du coup, on avait du mal à s'attacher à elle. Moi, j'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti la même chose que d'autres lecteurs. Oui, Neila, elle a une apparence froide, une apparence détachée, mais comme elle le dit elle-même à un moment dans le roman, quand elle s'attache aux gens, ils finissent tôt ou tard par la quitter, soit de leur plein gré, soit parce qu'ils meurent et elle ne veut plus s'attacher aux gens, elle ne veut plus souffrir comme elle souffre. Donc du coup, elle a érigé autour d'elle une sorte de carapace qui la fait paraître extrêmement froide. Mais au fond d'elle, elle éprouve elle éprouve des sentiments, elle est extrêmement attachée à son entourage malgré tout. Et, euh, et c'est voilà, c'est cette apparente froideur qui l'a fait, que beaucoup ont ressenti et qui ont dérangé avec ce personnage. Moi, je l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas pris comme ça. Je me suis quand même je me suis attachée à elle, parce que malgré tout, on la suit quand même de ses 11 ans jusqu'au crépuscule de sa vie. Et on ne peut pas ne pas s'attacher à un personnage qu'on suit pendant 40, 50, 60 ans, comme ça, tout au long du roman, tout au long de sa vie. On ne peut pas ne pas s'attacher à un personnage. Euh, et voilà, moi je l'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé l'univers. Euh, alors effectivement, je rejoins d'autres personnes qui ont déploré l'absence de cartes en début de roman, ce qui aurait un petit peu aidé à replacer un petit peu les différentes provinces et les différents mondes de cet univers. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça a un petit côté Game of Thrones, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a énormément de, je vous dis, énormément de complots, de trahisons, d'assassinats. Enfin, c'est celui qui s'entubera qui mieux là-dedans, hein, un peu comme dans Game of Thrones. Et voilà, moi j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé ce roman. Ça a été un coup de cœur que je n'attendais pas. Finalement, je suis quand même assez contente de l'avoir lu en dernier. Je finis donc ce Plip 2022 sur une excellente note, sur un coup de cœur que je n'attendais pas donc. Et c'est ce qui fait vraiment la force de ce prix, c'est que ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait découvrir des romans vers lesquels vous n'auriez jamais été de prime abord. Je tiens à remercier les organisateurs de ce prix. Je pense à Pauline, je pense à Céline, mais je pense aux autres aussi, aux travailleurs de l'ombre, qu'on ne cite pas assez souvent. Ils font un travail absolument formidable, colossal, pour tout organiser, pour être présents sur les réseaux, pour organiser la cérémonie de remise du prix qui aura lieu au mois d'octobre, je crois que c'est aux Imaginales, sans dire de bêtises, ou c'était l'année dernière. Enfin bref, je vous laisse aller sur le site du PLIB, vous aurez toutes les informations nécessaires pour cette remise de prix. Si vous voulez, je pense que les inscriptions pour le PLIB 2023 sont encore ouvertes. Donc si vous voulez devenir juré pour l'année prochaine, sachez qu'il y a donc deux prix pour l'année prochaine, un jury adulte et un jury jeunesse young adulte. Vous pouvez vous inscrire pour les deux jurys, mais il faut savoir qu'il faudra lire du coup 10 livres, 5 dans la partie jeunesse, 5 dans la partie adulte. Vous pouvez vous inscrire que pour un seul des jurys et regarder ce qui se passe dans l'autre catégorie. Moi, pour ma part, je me suis inscrite pour espérer, je croise les doigts, être jurée pour la 3e année consécutive et je me suis inscrite uniquement pour la partie adulte. Mais je jetterai quand même un œil sur la sélection jeunesse young adulte
parce que quand même grâce à ce prix, j'ai quand même lu des petites pépites dans cette catégorie et que je n'aurais jamais lu, auparavant. Et c'est un prix qui me tient énormément à cœur car il fait la part belle à la fantaisie adulte, à la fantaisie jeunesse, mais aussi à la fantaisie française. Et je trouve que c'est une très très bonne chose de mettre en avant les auteurs français. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans, est-ce que vous en avez pensé. Vous savez que j'adore vous lire. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo sera vue parce que depuis certains temps, on est quand même un peu plus de 600 sur cette chaîne et depuis 2 semaines, les vidéos ne font qu'une centaine de vues. J'espère très sincèrement qu'elle sera vue, ne serait-ce que pour faire de la publicité pour le PLIB, car il le mérite. Moi, je suis ce qu'on appelle une influenceuse de l'ombre. J'aime bien cette formule parce que j'aime pas trop. Voilà, je me sens pas du tout influenceuse. Moi, je vous parle avec le cœur et avec mes tripes de mes lectures, de ce que j'en ai pensé. Si je vous donne envie de lire ces romans, eh ben, j'estime que le job est fait, même si eh ben, je ne le sais pas toujours. Voilà, si je vous donne envie de lire des romans, bah, pour moi le job est fait, mais comme je ne le sais pas toujours, eh ben, je ne peux pas me considérer comme une influenceuse. Et c'est pour ça que je dis que je suis une influenceuse de l'ombre, parce que l'autre jour j'ai discuté avec avec mon ami Jérôme, et il me disait ouais, tu m'as donné envie de lire tel et tel roman, j'ai rajouté ça sur ma wishlist, est-ce que tu peux me faire un mot pour mon mari, parce que il en a ras-le-bol. T'es une vraie influenceuse, et j'avoue que ça m'a fait marrer. Donc merci Jérôme de croire en moi en tant qu'influenceuse. Voilà, ça fait voilà, ce genre de petits mots, voilà, ça fait toujours plaisir, ça encourage à continuer. Je continue à faire mes vidéos, même si elles sont vues par une dizaine de personnes, je m'en fiche. Je suis une influenceuse de l'ombre. Venez rejoindre le côté obscur de l'influence, les gars. Venez rejoindre le côté obscur de Booktube. Je suis là. Et venez, j'ai des cookies. Voilà. Donc j'arrête les âneries, j'arrête les bêtises. Je vais me faire un café ou un thé pour me réveiller, parce que j'avoue que j'ai le cerveau complètement en vrac. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à la partager, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir, et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!